François Bon, 1925-2025. On suit toujours le petit calepin de Howard Phillips Lovecraft, cet agenda où toute son année de séjour à New York, et on va bientôt être presque à la bascule de la moitié de ce grand défi. Alors défi qui est difficile, bah ouais, vous passez tout le dimanche là à brasser vos trucs, à regarder les livres, à reprendre machin, et puis encore la vidéo à faire, et puis encore le PDF qui est erreur, et puis finalement vous sortez parce qu'il faut aller dehors, et puis tout du coup vous avez le soleil dans l'œil, et vous n'avez pas vu la porte de garage, et c'est dangereux la littérature, ça vous saute à la gueule. Mais avec mon petit micro, là, je peux faire de semblant que finalement tout va bien. Je vais essayer de pas trop me montrer moi, mais qu'on aille voir chez lui. Comme ça, c'est gagnant. En tout cas, vous y gagnerez, ordi. Et donc, une nouvelle page de carnet, puisqu'on ouvre toujours par le dimanche. Sonia est revenue début de semaine dernière. Samedi, ils ont repris ce rituel du temps où elle était salariée à Manhattan. C'est d'aller faire une grande promenade. Là, elle était tellement grande qu'elles sont parties à Staten Island, puis jusqu'à Elizabeth, cette ville qui est la frontière du New Jersey, mais qui est une ville avec encore des maisons coloniales. Et ils ont eu le désir fort de s'y installer, de quitter Brooklyn pour quelque chose qui, pour Lovecraft, serait moins la grande ville, serait déjà un peu plus rustique, comme il dit, avec cette présence de la vieille première Amérique blanche. Et il semble que là, ces jours-ci, ces rêves reviennent. En tout cas, on va à Staten Island, on passe de là en ferry à Elizabeth, on s'arrête là, Scott Park, c'est juste devant le City Hall d'Elizabeth, et puis on prend le bus pour revenir à Newark. On aura enfin des sandwichs, on passe reprendre la montre qu'on avait en réparation. Là, c'est vraiment un flashback, et ce dimanche, on se repose évidemment après une grande journée comme ça. Juste le soir, on ira chez Jones, le petit... Est-ce que c'est un Italien? Disons que les plats sont italiens. Lui, il prend toujours des spaghettis boulettes de viande. N'empêche que c'est un restaurant qui se dit à la française, avec un menu à la carte. On a vu passer la petite pub il y a très peu de temps, et au retour, il aperçoit dans une vitrine un costume en solde qui nous rappelle simplement qu'il y a moins de 15 jours, c'était ce cambriolage. On ne parle plus du poste de radio de Samuel Loveman. Loveman est reparti à Cleveland. Lui, il a perdu $100 dans l'affaire, mais Lovecraft n'a plus rien à se mettre sur le dos. Les affaires de Sonia, elles, ont été retrouvées. Tout ça pour redonner le contexte. Et aujourd'hui, là, mercredi 17, donc le 17 juin, mardi pour nous, mercredi pour eux, comme là, le mardi 16 était lundi pour nous, et le 15 lundi pour eux était dimanche pour nous. Vous voyez, c'est une journée de décalage, mais c'est chaque fois une journée de décalage toute l'année. Alors que quand j'avais commencé à avoir l'idée de ce truc, là, c'était en 2015, et là, en 2015, ça correspondait juste, allez savoir. Mais en 2015, on était à 90 ans. Alors que là, on est dans les 100 ans de notre petit carnet. Je me propose aujourd'hui, très rapidement, qu'on les suive donc directement sur ces 3 jours. Et moi, je serai mise à jour, tu vois. C'est des jeux de mots? Non, c'est une explication concrète. Alors ce lundi 15, on se lève tôt puisque Sonia Sonia s'en va à Manhattan, toujours pour ses question professionnelle, trouver du travail, même si là, avant le 6 juillet, là, on n'aura rien de toutes les lettres qu'il écrit, soit à Annie Gamwell, soit ici, ou à Lillian Clark. Ici, ces lettres ne nous sont pas parvenues, mais assez de le répéter, sinon ça fait un petit peu vraiment le gars qui rabâche, mais sinon, croyez bien que dans ces lettres, là, donc à Annie Gamwell, c'est le tour, là, il l'aurait dit exactement tout ce qui se passe, mais non, nous, on saura pas. Lui, il reste toute la journée, il écrit. On a vu que c'est une lettre à un ami de Wisconsin.
Maurice Moe, quelqu'un qu'il connaît depuis quasiment 1915. Ce Maurice Moe est celui qui l'a initié dans cette association des journalistes amateurs. C'est par l'intermédiaire de Maurice Moe, qui était son professeur, qu'il a connu le jeune Alfred Galpin, qui est devenu aussi un tout proche, très proche. On va bientôt le voir réapparaître, et sa fiancée. Et le 15 juin, on a cette lettre à Maurice Moe, et Wright, probablement, c'est 15 pages là, de lettres serrées qu'il envoie à Maurice Moe. Une lettre qu'on a déjà décortiquée plusieurs fois parce qu'il y inclut, vous savez, le plan de son studio avec tous les détails des aménagements, document ultra précieux. Tout ça, et il revient aussi sur son installation à New York, l'enthousiasme qu'il a de New York, et on voit apparaître dans cette bascule là qui est, maintenant il commence à penser que c'était bien New York, mais que pour son boulot, ce serait mieux de revenir à Providence. Mais on voit juste dans cette lettre à Moe cette espèce de travail intérieur, d'écluse qui commence à se réouvrir. Il n'y a pas de conflit avec New York. C'est juste cette perspective. Vous savez qu'il est aussi en ce moment dans ces discussions avec Arthur Leeds pour lui et Belknap d'ailleurs proposer des rédactionnels de publicité. L'histoire va pas marcher, mais dans son rêve, s'il fait ce genre de travail, il pourrait l'exercer à distance et le faire depuis Providence, comme dans les années précédentes. Depuis Providence, justement, on en a parlé dans cette vidéo double là, du dimanche 14, donc la vidéo précédente, celle-ci, c'était le travail qu'il faisait pour ce David Van Bosch, ce monsieur qui publiait des tas d'opuscules de psychologie appliquée qu'il vendait en faisant des tournées de conférences incessantes. Il a fait ça pendant plus d'un demi-siècle. Et Lovecraft, de 1920 à 1925, et de 1920 à 1925, le travail pour Van Bosch était le revenu complémentaire principal ou le revenu principal directement. Mais bon, c'est 10-15 $ par mois, mais sur un budget disons de 30-40 $, ça lui suffisait à équilibrer. Et c'est intéressant parce que dans le mémoire, ce qui est intéressant, c'est que Sonia, dans ce petit opuscule tellement trop bref qu'elle écrit en 1947, parce que tout le monde à l'époque lui demande « son mariage a été le malheur de Howard Phillips Lovecraft ». Non, c'est fini. Mais elle-même, en 1947, donc, publie ce texte-là. Il est sur le site à disposition, je l'ai traduit. Mémoire sur la vie privée de Howard Phillips Lovecraft par Sonia Green, son épouse, pendant plus de 8 ans. Et Sonia raconte comment pour elle ce Bosch c'était quelque chose, c'était abject, quoi. Et le travail de Lovecraft, c'est-à-dire que tu reprends les idées du gars et puis tu les rédiges en essayant que ce soit propre, mais c'est un travail qui l'abîmait. Et donc a priori on a vu là dimanche cette lettre de 1922 où sa vieille tante de Providence lui dit mais le travail pour Monsieur Van Bosch, le travail pour Monsieur Van Bosch. Et Lovecraft dit mais oui bien sûr je continue, au contraire à New York je le fais encore mieux. Et Sonia là nous explique que c'est un petit peu elle qui dit mais attends, il y a peut-être mieux à faire que de faire le ghostwriter, le prête-plume là pour ce Bosch. Lovecraft a participé en 1922 à un livre qui s'appelle Psychologie appliquée à la vie sexuelle. Vous voyez quel expert. Alors ça on en a déjà parlé. Alors ça, ce Bosch, on en a déjà parlé. Je vous ai donné aussi un extrait là d'un de ses livres auquel a participé Lovecraft, ce qu'on doit au silence, ou plutôt le silence, c'est comment s'en servir. Mais là, aujourd'hui, c'est cette lettre bilan, cette lettre de réflexion à Maurice Moe. Et effectivement, on voit là les heures qu'il lui a fallu pour l'écrire. Toute la journée pendant laquelle Sonia est à Manhattan, lui, il reste à écrire à Maurice Moe. Et elle revient dans la soirée, elle a ramené de la crème glacée. Wow, elle sait comment le prendre, son Lovecraft. Il est 16h et des bananes. Elle a besoin de magnésium. Lovecraft et les bananes, c'est la seule occurrence. Profitons-en. Ils iront ensemble faire quelques courses et quand ils reviendront,
Eh bien, ce sera un petit moment d'écrire. Et il y a ce problème des soirs qui est assez récurrent. C'est-à-dire que le soir, George Kirk, c'est qu'on voit plus beaucoup parce qu'il est dans sa librairie 4e avenue, la librairie de Martin Kamin. Et Kirk, là, continue de dormir au 169. Eh bien, ce soir, là, pendant que Sonia, dont on peut supposer qu'avec ses problèmes de santé, a besoin, là, non seulement de dormir, mais d'occuper la toute petite couche là de ce mauvais canapé dans le studio. Bon, ça, on n'a pas de détails intimes sur le partage d'espace, mais lui part qu'est-ce que c'est, quelques heures, on peut supposer. Il monte chez Kirk. Kirk, ça tombe bien, il est là. Ben, on va lire ensemble et il y a des choses biffées, ça même en scannant et en regardant avec précision, difficile, mais c'est pas bien non plus d'aller voir dans les coins. Return and Write, on continue d'écrire, et comme le lendemain matin, alors le lendemain matin, là, ben oui, justement, comme il est revenu aux petites heures et qu'il a continué d'écrire sa lettre à Mao, là, il se lève tard, et Sonia, on ne la voit plus. Par contre, il écrit, mais comme Sonia reviendra le soir, on va quand même faire un peu de ménage, clean room. Vous voyez, c'est bien aussi de se prendre 3 jours comme ça. On avance, on a l'impression. Et là, on est ce mardi 16, lundi pour nous, on repart faire une excursion. Alors ça, pour moi, c'est assez surprenant parce que ces grandes excursions, donc on avait samedi et là on est mardi, on repart et on repart loin. On va repartir dans les hauts de Manhattan. Alors Manhattan, vous savez qu'il y a donc à Harlem et au-dessus de Harlem, au niveau du Bronx, mais si on suit l'Hudson, on a un quartier très escarpé avec des falaises sur l'Hudson. On a vu Lovecraft et Kirk qui y allaient très souvent, et en haut, c'est cette espèce d'aqueduc qui amène toute l'eau courante à New York depuis 120 km. Un gros tunnel, un gros boyau de 3 mètres de diamètre qui est une installation qui s'appelle réservoir. En français dans le texte, mais je sais pas comment ils le prononcent eux, mais c'est Reservoir. Ils y sont aussi allés en excursion avec Kirk. Lui, il y est retourné seul. Et là, il y a ce quartier aussi qui s'appelle Yonkers. Vous êtes allé aussi voir l'éclipse de soleil. Mais Yonkers, c'est comme Staten Island et comme Elizabeth, c'est des zones d'expansion suburbaine, puisque le suburbs, chez nous ça veut dire banlieue, mais le suburban américain, c'est l'expansion de la ville, mais qui ne définit pas un état de banlieue. L'horizontalité de la ville, par exemple, Kirk, quand il parle de Manhattan, il dit l'île avec toutes ses rues sinueuses, mais la notion de downtown n'est pas vraiment Lovecraft. Il dit Brooklyn, il va à Manhattan, il dit je vais downtown. Mais cette notion de répartition de l'espace, elle est toujours importante pour nous de se replacer dans un autre contexte. Et moi, c'est juste ça qui me met la puce à l'oreille. C'est-à-dire que là, ils s'en vont explorer Tryon Park et ce quartier qui s'appelle Inwood. Et lui, il a delightful, des bois, des collines, des routes qui vont vers des fermes, des chemins de ferme. Et ils vont revenir, évidemment, on descend après par Riverside. Sur Riverside, là aussi, on l'a souvent exploré avec Belknap Long il y a pas longtemps. Et là, évidemment, il y a des autobus. On passe devant une statue d'hommage à Jeanne d'Arc. Ça aussi, on en a parlé. Et il va s'arrêter à une cafétéria qui est là, justement, sur Riverside. Cette cafétéria où il est déjà allé, et avec Kirk, et tout seul. Après quoi, on rentrera on se prendra une boisson au gingembre. Oh là, le ginger ale, sans alcool. Évidemment, ça, c'est les jours où il semble que justement, il y a du bonheur à deux, et pour moi c'est juste ça, c'est-à-dire qu'on aille à Elizabeth le samedi, et que dès le mardi, on retourne, non pas vers Yonkers, mais juste avant à Inwood, c'est là où il y a le Cloister aussi, c'est cet américain Barnard là, qui avait acheté partout en France tout ce qu'il pouvait trouver, des petits bouts dispersés de chapiteaux gothiques, et qui a refait une espèce, donc ce Cloister, cette espèce de fausse abbaye gothique que Rockefeller vient d'offrir là au Metropolitan juste en ce moment, mais il parle pas de cloisters, donc apparemment là aujourd'hui ils n'y vont pas. Mais Inwood, là pour moi j'ai retrouvé ça.
Alors c'est que j'ai pas la version numérique. On a la version numérique, là j'ai mise dans le dossier du WPA pour l'État de New York. Par exemple, on a des descriptions de Saratoga, mais ce WPA, on en a déjà parlé plusieurs fois, ça date de la Grande Dépression. C'est une initiative fédérale, donc début des années 32, parce que tous ces auteurs, ce tissu d'auteurs américains sont dans la misère évidemment la plus absolue, et cette initiative fédérale, c'est de leur commander des textes descriptifs, une espèce de d'atlas général des États-Unis. Il y en a aussi pour Washington, qui sera une sorte de guide Michelin, si vous voulez. C'est pas l'esprit, mais quelque chose d'extrêmement descriptif et rédactionnel. Et par exemple, Arthur Leeds, il participera activement. Et Leeds, qui est aussi toujours engagé, lui, beaucoup plus que Lovecraft dans ce monde de la rédaction. Mais vous voyez, il y a une demande pour ces guides extrêmement épais. Ça, c'est juste celui-ci sur la ville de New York, quartier par quartier, avec des photographies, avec des plans. Alors évidemment, lui, c'est 1938. Mais de 1925 à 1938, oui, évidemment, il y a des changements. Par exemple, à Inwood, on a c'est le Washington Bridge, enfin en tout cas un pont là, tout neuf qui vient de coûter 8 millions de dollars. Ce pont a été lancé juste en 1936, et donc Lovecraft ne l'aura jamais vu ni connu. Donc Inwood est sans doute beaucoup plus rural quand il le visite aujourd'hui avec Sonia qu'il ne le sera après la construction de ce pont sur l'Hudson qui tout d'un coup va irriguer ce quartier. Mais ça nous interroge sur deux niveaux. Je m'excuse de le répéter, vous savez qu'on a dans l'œuvre de Lovecraft tout un tas de textes qui sont justement des descriptions du Vermont. Et évidemment, ces deux voyages à Québec, qui sont terriblement soporifiques. Pourquoi? Parce que nous, on y cherche du Lovecraft, tandis que Lovecraft n'écrivait que du travelogue. Et ce mot travelogue, c'est bien ce qu'on fait ici, quartier par quartier. Il y a une demande pour un état écrit de quoi? De tous les USA? Non, de là où on voyage, de là où on peut se rendre, parce que les bus, parce que les trains, etc., etc. Et pour moi, l'existence des WPA Guides, même si les textes de Lovecraft sont antérieurs à ces publications, c'est qu'il y a un espace rédactionnel, un espace de publication offert à ces textes qui simplement décrivent, si vous allez là, vous trouverez ça, et si vous avez le livre, vous pouvez prévoir votre voyage, comme une journée à Washington, il en fait un texte de 20 pages. Et ça, pour moi, c'est la raison aussi d'être très attentif à cette question. C'est une question qui nous ouvre. Pourquoi? Parce que Lovecraft, il est mort à 46 ans et que il a vécu 10 ans de refus quasiment implacable de ses fictions et ses nouvelles. Ceci dit, à partir de 1934, ça commence à se dégager. Il y a l'anthologie là de Dashiell Hammett, il y a commence à y avoir des reprises de ces récits de Weird Tales, il y a Astounding Stories qui va publier Montagne de la folie. Juste là, quand c'est trop tard, ça commence de s'éclaircir. Mais je pense que pour lui, cette littérature guide, ou cette non-littérature à vocation de guide, on peut pas le séparer de ça. Donc là, je vous ai repris dans le PDF, on va y aller voir tout de suite. Là, c'est page 300 et quelques. Tout d'un coup, on a 8 grandes pages, 302 sur ce quartier d'Inwood, et qui finit justement avec la construction du nouveau pont, et qui finit avec la construction de ce nouveau pont qui s'appelle le Henry Hudson Bridge. Pardon pour tout à l'heure, Washington Bridge, il est lui à côté du Brooklyn Bridge. Et c'est une performance, il fait 700 mètres de long, et il est à plus de 50 mètres au-dessus de l'eau. Fini en 1938, il a coûté plus de 2 millions de dollars, et l'ingénieur principal s'appelait Emil Prager, l'architecte Clinton F. Floyd, etc., etc., etc. Vous voyez l'intérêt de ça, on y revient. Donc cette balade à Inwood
pour moi importante parce que c'est pas seulement dire avec Sonia, ouais, pour elle supporte pas cette pression de la ville, elle revient de Saratoga, donc comme samedi, on va aller respirer le bon air, et cette fois, on va aller respirer le bon air à Inwood. Et ça veut dire que dans les franges de New York, on a quelque chose qui est aux antipodes de Manhattan. Et ça, dans cette constellation-là, dans l'image, à nous construire de New York, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, le 17, up medium. Alors, up medium, c'est pas le lever tôt, c'est pas se lever tard. Disons que monsieur a dû émerger entre 10h et 11h, parce qu'il devait aller chez le coiffeur. Alors, le coiffeur, on a vu, vous savez, c'était en février, il nous raconte aussi, il raconte à sa tante, justement, ce qui nous manque en ce moment. Il raconte à la tante Liliane, alors là, ça payait pas de mine, c'était en entresol, il fallait descendre, on voyait rien, mais il proposait 5 cents la coupe, et visiblement, il a accroché avec ce barbier coiffeur, et attention, moi je plaisante pas avec ça. J'ai un ami sur Rabelais qui s'appelle Didier Gallas, vous savez, qui joue aussi Badiou, le Ahmed, le grand spécialiste du masque. Didier Gallas, mon Didier, son père était coiffeur à Marseille. Et toute l'éducation d'un type qui comprend la vie et qui la raconte comme ça peut naître d'un salon de coiffure. Alors à l'époque, c'est vrai qu'il y avait toujours le petit coup de rasoir à la fin, là, qui vous dégageait les oreilles, c'était le mot. Vous dégagez les oreilles, un petit coup de rasoir sur les petits poils de la nuque, et on avait une petite poire et on vous soufflait un petit truc. Donc mon Lovecraft sent bon. Est-ce qu'il sent bon pour Sonia? Non, parce que simplement c'est la réunion hebdomadaire du Calem Club des Boys, B-O-Y-S, et cette fois c'est chez Belknap, donc à Manhattan. Il y a Kleiner, il y a McNeil, des fois c'est Leeds et des fois c'est McNeil, les deux peuvent pas se supporter. Donc cette semaine c'est McNeil, c'est très organisé. George Kirk qui a trouvé le temps d'y être, quoi qu'il en dise à sa compagne Lucille, Frank Belknap Long, et ça finit à minuit. Et là encore, comme l'autre jour, est-ce que parce que laisser l'appartement que Sonia et des nuits correctes, eh bien, il reste lire Finish Book, c'est-à-dire qu'il reste chez Belknap, mais ça fait rien. Les deux vont lire ensemble dans la même pièce, et c'est bien plus tard qu'ils Return and Retire. Voilà pour ces 3 jours. On va aller voir les PDF. Ça me déplaît pas, moi, de changer un petit peu aussi les rythmes. Ça renouvelle et ça casse les routines. On a donc 3 PDF à survoler, mais inscrivez-vous, vous les recevrez le 15. J'ai repris dans ce livre que la fille, Cara, de George Kirk et les lettres qu'il envoyait à sa fiancée Lucille, donc la mère de cette Clara, et c'est évidemment Clara avec Esti Yoshi qui nous ont proposé ce petit livre, mais si déterminant parce qu'on voit les mêmes événements, les mêmes soirées, mais racontés par un témoin qui évidemment a une vue très différente, d'autant plus que Lucille n'aime pas beaucoup Lovecraft et que George Kirk ne raconte que très peu ses relations avec Lovecraft dans ce jour-là. Par contre, 10 juin, 12 juin, 16 juin, 21 juin, ce qu'il écrit à Lucille, c'est une sorte de journal de ce qui se passe dans la librairie. Par exemple, ils se sont gourés, ils étaient en train de ranger les livres, il y a la table des livres à 5 cents et la table des livres à 80 cents, et il y avait un Kipling à 80 cents par erreur, il s'est trouvé, et voilà une petite fille, enfin en tout cas une jeune fille de moins de 20 ans, en tout cas, on ne sait pas, ils nous disent, en tout cas elle est très jeune, et sur la table à 5 cents, elle amène le Kipling, lui regarde non, il était sur la table. Est-ce que tu le fais payer? Est-ce que tu lui dis c'est moi qui me suis trompé, ou est-ce que tu lui dis il était sur la table à 5 cents? Voilà ce genre de petites histoires, et ça c'est merveilleux, bien cette histoire. Je vous laisse avec le PDF, et il suffit de vous inscrire et puis vous le recevez directement chez vous. C'est un Russe. Et le Russe, il a un petit garçon de 12 ans. Or, le petit garçon de 12 ans, il va dans les toilettes, et savez-vous quoi? Je vous laisse le PDF, mais il dit, en Russie, on a un livre pour ça. Et vous, dans le monde américain, vous avez un livre pour ça? Allez voir le détail
Moi, c'est très heureux. Enfin, c'est important là, parce que Lovecraft, on va toujours passer à la librairie, passer chez Cayman, passer à 4e Avenue. Bon, et c'est même lui qui arrange les bouquins dans la vitrine. Important ça. Et il y a cette truc de, j'aime beaucoup l'île. Donc Manhattan, Kirk maintenant l'appelle l'île, et qu'un petit bout de ville aussi sinueux. Et en 1925, c'est enfin l'essor de la photo aérienne. Et voici une des premières photos aériennes là de. Alors, il y en a toute une série parce que c'est un relevé, mais une photo de bonne qualité, photo aérienne de ce New York de 1925 avant l'Empire State. Très fier de mettre ça. Là, ce qu'on a raconté, et aujourd'hui, je voulais... Et aujourd'hui, justement, parce que je concatène un petit peu tout ça, c'est le journal du 16 juin que j'ai repris. Le journal du 16 juin, le voici, New York Times, 16 juin 1925, mardi. Mais ce mardi, on a finalement plusieurs choses qui sont les événements du week-end, les événements du dimanche. Donc il y a une logique aussi à reprendre ensemble les journaux du 15, du 16 et du 17. Et aujourd'hui, là, on en parle aussi déjà hier. Souvent, les événements importants sont sur plusieurs journaux. Une girl swims to Hook from the Battery. Alors Sandy Hook, si on part là du bout de Manhattan, Battery Park, c'est quand même à plus de 21 miles, soit donc 36 kilomètres. Et Gertrude Ederle, pour moi, tout d'un coup, c'est là où la fresque prend sens. Je sais pas. Alors après, je le fais pour moi. Je ne peux pas vous imposer quoi que ce soit. Mais alors, Gertrude Ederle, tu découvres que c'est dans une famille où il y avait 6 enfants. Elle est la 3e et sa mère a eu la rubéole là, juste quand elle était enceinte, ou alors la gamine à la naissance, et donc elle est malentendante, lourdement malentendante. Et cette Gertrude Ederle va être une pionnière de la natation féminine. Elle a participé déjà à 16 ans, là, l'année d'avant, en 1924, aux Jeux Olympiques de Paris. Elle a eu 2 médailles de bronze, plus une médaille de bronze aussi en relais par équipe. Donc c'est pas rien, mais elle vit ça très en colère. Moi, c'est pas la médaille de bronze que je voulais. Et non seulement là, donc elle fait cette tentative là de 36 kilomètres dans cette eau noire. En plus, c'est un jour, l'article du New York Times est adorable parce qu'il dit il y a un brouillard qui pesait sur l'eau totalement noire. Le gars, le journaliste, il allait faire l'expérience, il allait suivre, et elle plonge dans cette eau noire et elle s'en va dans le brouillard. Le père suit avec un canot à rame. Donc évidemment, il y a une équipe derrière qui la guide, tout simplement, parce qu'il faut contourner Governors Island et puis remonter après au-delà vers Sandy Hook, qui est évidemment bien plus loin que Coney Island. Et elle va battre le record masculin, qui lui date de 1914, je crois, donc 11 ans avant, et elle va détenir ce record ce qui va devenir une course régulière de Battery à Sandy Hook, une course annuelle. Elle va détenir ce record pendant 80 ans. L'été suivant, au mois d'août, elle va tenter une première traversée de la Manche. Ça ratera, enfin en tout cas, son père l'oblige à remonter sur le bateau, et l'année suivante, en 26, elle sera la première femme à 18 ans à traverser la Manche. Et il y a un film, alors elle aura un film, alors la célébrité, ce sera ce petit film qui s'appelle Swim Girl Swim, et vous le trouverez facilement sur YouTube, évidemment, c'est Swim Girl Swim. Et après, en 1933, elle tombe dans un escalier. Se casse le dos, c'est-à-dire qu'elle va être invalide, impotente. Et on trouve sur YouTube, alors je me suis régalé aussi, on la voit à plus de 80 ans en train de chanter la chanson que lui chantaient là son père et ceux qui étaient sur le bateau pour lui garder le rythme. Alors juste petite émotion, cette jeune femme là de 17 ans, quand elle se lance dans l'eau noire et le brouillard pour ces 30 kilomètres dans les eaux autour de Manhattan, qui sont pas des eaux calmes, qui en 1933 reste paralysé et qui vivra jusqu'en 1983, 50 ans, comme ça, avec ses souvenirs. Dans le journal aussi, évidemment, toujours ces choses qui sont
mais importante à se ressaisir, sinon pour le fait divers, mais pour justement le traitement social du fait divers. Le mot féminicide n'existe pas. Simplement, à Los Angeles, c'est un dentiste qui anesthésie une femme et la murdered, tandis qu'à Marseille, c'est le docteur Bougrat, et le docteur Bougrat de Marseille, qui s'écrit avec un S, vient assurer sa célébrité jusque dans le New York Times, encore. Féminicide. Ces choses-là étaient intéressantes. Plus, samedi, qu'est-ce qu'ils font, Lovecraft et Sonia? Ils prennent le ferry pour aller à Staten Island. Alors, est-ce qu'ils le prennent en bas de chez eux, directement de Brooklyn, là, en bas de ce Atlantic Boulevard? C'est ce qui est probable. Et sinon, ils partent évidemment du bout de Manhattan, mais là, c'est le ferry, justement, qui s'appelle le Brooklyn pour Staten Island. On est dimanche, il est bondé, mais samedi devait aussi être bondé. Le bateau n'est plus manœuvrable. Il se prend un de ces piers, un de ces ponts flottants, un de ces pontons d'accostage flottants. Il y a des blessés. En tout cas, là, Lovecraft et Sonia auraient pu être pareil sur ce ferry. On a une enquête, une belle enquête sur... j'en reviens au journal. Dans les fêtes de société, on a le fait que maintenant, paraît-il, une femme sur 3 conduit une voiture. Alors, est-ce que c'est simplement dans la population des villes? J'en sais rien. Oh, j'ai craqué, j'ai pris une belle publicité de camion aussi. C'est ici, une femme sur 3 conduit une voiture. Est-ce que les brunes sont plus prudentes que les blondes? Ça mérite quand même une enquête scientifique, non? Voilà, on en est là. Pourtant, les accidents de voiture, qui est mort aujourd'hui? Qui est mort aujourd'hui? Qui est mort aujourd'hui? C'est impressionnant comme ils ont du mal à gérer ces questions-là. Ça se fait pas tout seul, et évidemment. Tandis que en France, Camille Flammarion, qui est mort, souvenez-vous, la semaine dernière, et pour Lovecraft, c'est quelqu'un qui compte l'astronomie populaire. Sa ville natale, c'était Montigny-le-Roi en France. Moi, je sais même pas où c'est Montigny-le-Roi, mais le cœur de Camille Flammarion a été remis à la ville de Montigny-le-Roi. On va tout de suite passer au 16. Alors le 16... cette promenade à Inwood, dans le PDF, j'ai pris un grand extrait donc du WPA Guide, et on retrouve facilement des photos de ce Fort Tryon, Fort Tryon Park, avec ce château, avec ces routes enlacées à travers ces escarpements juste au-dessus de l'Hudson, dans ces belles photographies de 1925. Évidemment, on a quelque chose de très presque romantique, fantomatique, mais les autres quartiers que cite Lovecraft, ces chemins de ferme, tout ça, là par contre beaucoup moins d'archives photographiques que ce Fort Tryon Park, mais c'est ça aussi eux qui les a émus de cette façon-là. Et là, aujourd'hui dans le journal, j'ai seulement pris 2 articles. Alors justement, l'avantage de concaténer hier et aujourd'hui. Est-ce que ce titre qui est là en page 2 de ce 16 juin 1925 n'est pas magnifique? Elle veut des roses sur son cercueil. Et c'est une jeune femme, May Alice Crampton, qui visiblement a de l'argent. Elle a travaillé à Chicago et elle est venue vivre à Paris. Elle est célibataire. On a une relation, semble-t-il, avec un monsieur qui, lui, est un beau militaire. Mais cette dame, aujourd'hui, monte dans un taxi, demande au taxi de traverser lentement le bois de Boulogne. Et c'est pendant que le taxi traverse le bois de Boulogne qu'elle sort son pétard et se tue. Suicide dans un taxi, mais elle laisse tout un ensemble de précisions sur comment elle veut être enterrée, comment elle sera habillée, comment sera fait son cercueil et quelle sera la cérémonie, y compris jusqu'à la couleur des roses. Et là, on a un article aujourd'hui, un article demain. Ça méritait bien qu'on s'y arrête, non? Toutes ces petites passerelles de bois de Boulogne à
Brooklyn où vit notre Lovecraft. Je vous ai traduit cet article. Si on arrive là aujourd'hui au 17 juin, alors c'est qu'en France on a un spécialiste, les notules de Monsieur Didion depuis Épinal chaque dimanche depuis au moins 20 ans, qui nous reproduit des photographies imaginatives, imaginaires, etc. de toutes nos vitrines de coiffeurs avec jeu de mots dans notre beau pays. Et trouver un coiffeur en 1925, là j'ai trouvé cette photo, ABC Barbershop, on est en 1925 bien sûr, ça c'est la seule contrainte, c'est pas le coiffeur de Lovecraft, de toute façon c'est un petit boutiquier de Brooklyn en entresol, mais il s'appelle ABC, comme ABC contre Poirot d'Agatha Christie. Alors est-ce que ça, lui qui fait le KLM aujourd'hui, qui a ces réunions là du KLM comme Kleiner, L comme Lovecraft, K comme Kirk, et Frank L comme Long, et M comme McNeil ou Morton. Est-ce que le monsieur du Calem Club, vous croyez qu'il n'aurait pas flashé sur ce barbershop intitulé ABC? Et puis j'ai pris dans le New York Times, alors ça on peut aller y voir. On est dans le journal du 17 juin 1924, évidemment. Terrible accident. Terrible accident, c'est impressionnant parce que c'est un train de nuit, un train qui est parti de Chicago hier soir à 6 heures et puis à 3h50, juste avant l'arrivée à New York. On n'est plus qu'à 90 km de New York, on est déjà dans le New Jersey. Une tempête, et vous savez que ces phénomènes météorologiques, tellement ils sont amplifiés sur l'autre continent. Là, glissement de terrain, du sable, du gravier qui sont sur la voie. Le train, hop là, déraillement. Le déraillement encore. Le train, les conducteurs, là, dans la tempête, ils font attention. Ouais, mais dans le déraillement, c'est la chaudière qui explose. Et c'est l'explosion de la chaudière qui fait cette espèce d'effet de cocotte minute. Il y a 39 morts ébouillantés. Plus même que pour le déraillement lui-même. Et on apprend que donc 39 morts, 48 personnes survivantes hospitalisées. Et on apprend que c'était des gens de Chicago, mais d'origine allemande. Donc c'est germano-américain. Donc un train de nuit rempli de germano-américains qui font le crochet pour ça explique que ce soit dans le New Jersey pour revenir sur New York par le sud et revenir sur l'Hudson à Hoboken, parce qu'à Hoboken ils vont s'embarquer sur le Bremen, ce paquebot qui doit les ramener en Europe, à Brême donc. Et pour 39 d'entre eux, ils n'y arriveront pas. Seul survivant, le conducteur du train qui avait mis toutes ses lumières, qui avait fait sonner toutes les sirènes, mis tout le monde en Allemagne. Et maintenant, pour ce genre de catastrophe, on a immédiatement le reportage photographique. Et est-ce que la photo nous dit quelque chose? Évidemment, les sauveteurs là, en train de dégager les corps allongés du train, évidemment, l'image. Poids des mots, choc des photos. Mais ce qu'il y a dans le New York Times, c'est leur tradition. Vous voyez, là, une infirmière se comporte en héroïne lors du sauvetage. C'est ça, c'est cette expérience humaine là, qui revient toujours dans le New York Times. Et là, toujours, évidemment, la liste des morts et des blessés. Et si ce sont des gens d'origine allemande, à Monsieur Carling, à Monsieur Hoffmann, un couple qui s'appelle Hemming, Karl Hein, Nicholas Geithner, Sophie Feininger, Edwin Brunner, Paul Bernard, Mrs. Birchnach, Banker, Broch, Niemann, Schmidt, Weise, Gotzkli, Grunder, Jurgensen, Lehmann, etc. Et ça, c'est cette tradition aussi qui nous révèle autant de monde. Et oui, il y a cette... Et dès la page 3 du journal, on retrouve toujours ces petits entrefilés, public notices. Et là, pour l'instant, je ne m'étais pas arrêté là-dessus, il faut bien le faire une fois, public notices. On a ça dans Conan Doyle, combien de fois
Sherlock Holmes, pour retrouver quelqu'un, fait paraître un tout petit truc de 2 lignes, trouver tel truc à tel endroit, je me rappelle plus dans lequel Sherlock c'est, et justement il va retrouver des personnes comme ça pour avoir mis un tout petit entrefilet dans le journal. Et dans Simenon il y a ça encore. Maigret demande à des journalistes Paris machin de dire est-ce que vous pouvez permettre que la personne qui est attendue peut se présenter auprès de Maigret. Il n'y aura pas, c'est public notice, c'est des tout petits messages comme ça qui nous révèlent là encore comme des petits bouts cachés de société. C'est $1 la ligne, c'est pas cher. Will-Frank Tabot communique son adresse actuelle aux personnes qui l'ont rencontré lors de ses voyages à Los Angeles en 1885, 40 ans plus tôt, et à Honolulu, en Nouvelle-Zélande, Australie, à Londres et à Paris. S'adresser Botany Bay, Z 2299. Renseignements recherchés concernant Milo Dalby, autrefois musicien de 2e classe au 56e d'artillerie, revenu de France le 18 janvier 1919, prendre contact immédiatement avec Robert chez Dodwell & Co. à Canton Road, Shanghai. Tu crois qu'il a hérité? Créancier, merci de noter que Saul Rosenthal a vendu ce jour son commerce de cigares, l'IOC 2763, Webster Avenue, à Maurice Jacobs. Maurice Jacob. Peggy M. Prendre immédiatement contact, s'il te plaît, avec tante Mina. Important. Voilà. Et puis, bien sûr, tout ce qu'on peut trouver dans le journal. Par exemple, cette publicité. Et puis, bien sûr, quelques publicités. Retournons y voir. Ce sera la fin pour aujourd'hui. En plein mois de juin, vous allez acheter un poêle qui fait four en même temps pour la cuisine? Ah, probablement, peut-être pas, mais vous auriez tort, parce qu'ils sont en solde. Et des fers à repasser. Qu'est-ce qui vous ferait envie, qui vous donnerait l'envie d'acheter un fer à repasser? Bien sûr, la dame et sa coiffure, et la fierté qu'elle a de montrer du beau linge pour ce fer à repasser, qui ne vaut que $4,98 chez le United Electric Shop, ça. Les publicités de voitures attirent l'arigot. Et dans la rubrique films, des films, et dans la page réservée aux films, aux sorties de films, là, une publicité, un vrai encart. Regardez comme il est gros. Ils nous disent que la langue anglaise compte 600 000 mots. Ça me semble beaucoup. Nous, en France, dans Larousse, c'est 45 000. Littré en a 90 000, le Grand Robert monte jusqu'à 120 000, donc 600 000 pour l'anglais. Souvent, c'est le problème d'ailleurs quand on traduit Lovecraft. T'as 15 adjectifs, là où en France, t'en as que 3. Donc on est toujours à jouer là sur ce qui nous entraînerait à des répétitions pauvres d'adjectifs, là où Lovecraft, lui, joue de ce grand spectre. Donc c'est pas des questions inintéressantes ou folkloriques. Mais dans ces 600 000 mots, c'est quoi la publicité? Gaze, Mirror, Oiga. Aucun des 600 000 mots anglais ne suffit à qualifier le travail de Douglas Fairbanks dans ce qui est aujourd'hui son meilleur photodrame. Photoplay, photodrame. Oh bah ouais, film, ça serait bien pauvre. Et on peut aller le voir 2 fois par jour, matinée à 14h30, soirée à 20h30. Les sièges même à 50 centimes sont très très bons. Si vous voulez mieux, c'est $1. Donc j'adorais cette publicité. Bon, on est au mois de juin, c'est la première fois que je vois apparaître une publicité de ce genre-là. Donc salut Douglas Fairbanks. Et les critiques étaient tous enthousiastes. Le Lamb the Delight, cette histoire d'amour est délicieuse. La brillance de la beauté espagnole, les complications du drame et les querelles entre les stars qui font de Don Q. Douglas Fairbanks sa meilleure prestation dans un film. Si j'ai pas relevé celle-ci, j'aurais même presque eu tort. Le meilleur cigare pour fumer dans un avion. Bah ouais, les vols commerciaux commencent à gagner en ampleur. Autant choisir le bon cigare qu'on veut pour fumer dans le petit avion à hélice.
avec tout ça, je crois que là, cette fois, 3 jours, 3 fois le journal, 3 fois l'emploi du temps de Lovecraft, on va se remettre à jour. On reprend le rythme. À demain.